vais parler des techniques de redressement de murs en adoptant en fait deux points de vue. Le premier, qui a été ma première interrogation, c'était des descriptions de techniques de redressement dans les textes. Donc ça sera mon premier point. Et nous envisagerons ensuite si des vestiges archéologiques peuvent illustrer ces techniques décrites dans les textes. Alors bien évidemment, qui dit mur à redresser, il dit mur incliné, ça il y en a beaucoup autour de nous, mais ce qui nous intéresse, c'est bien évidemment les techniques de redressement en tant que telles. Alors on pense forcément au cas très emblématique de la tour de Pise, qui, depuis le XIIIe siècle, concentre tout un imaginaire de la prouesse technique face au défaut architectural, face à l'inclinaison, avec beaucoup de recherches qui ont été suscitées sur les raisons de son inclinaison et des travaux qui ont encore été récemment achevés en 2001. Alors, étant partie des textes antiques, j'essaie de voir aussi quelles étaient les techniques qui avaient été adoptées au cours de l'histoire. On a en fait très peu de documentation sur la façon dont les techniques ont été développées, adoptées. Je vous montre deux exemples qui sont particulièrement significatifs. Le premier, c'est une minoterie à Tunis qui, donc, vous le voyez, a été très dangereusement inclinée avec des réparations engagées en 1906, donc un monument en béton. Et puis, je dois cet autre cas qui m'a été mentionné par mon collègue Akio Asa sur le site au Japon de Niigata. Notamment ici, ce que vous voyez, c'est un lycée. Et en fait, un site très important, puisque victime d'un gros tremblement de terre en 1964, et plus de 300 immeubles en béton ont été inclinés avec un degré qui allait souvent au-delà de 20 degrés. Et ils ont systématiquement, comme vous le voyez, redressé au moyen de vérins, c'est ce qu'on voit sur la photographie, avec une entreprise spécialisée dans le redressement, mais aussi le déplacement de bâtiments. Ils ont aussi déplacé à cette occasion certains bâtiments. Alors pour ce qui est de techniques plus traditionnelles, dans les pratiques contemporaines de la restauration, on a des redressements de murs assez fréquents, soit avec l'usage de câbles ou de vérins. Ici, un exemple qui est publié par Yves-Marie Froidevaux sur l'église d'Em, en Savoie. Donc la couverture, c'est ce que vous voyez en haut, a tout d'abord été soulevée par des vérins afin de soulager les murs. Et puis ensuite, c'est la façade elle-même, deuxième temps, qui a été redressée. Et dans le mur, à la hauteur de la rotation, des cales ont été placées et puis retirées, c'est ce qu'on voit dans le dessin, au fur et à mesure. Et le vide produit par l'enlèvement des cales était ensuite comblé par du béton. Un autre exemple, donc très contemporain et qui nous approche de l'archéologie, une restauration très récente dans les années 2010 à Pompéi, sur un mur qu'il voyait câblé, une agrafe dans la partie supérieure, on est tout près de la porta stabile, et qui est donc retenue au moyen de câbles pour l'empêcher de s'incliner davantage. Donc, comme je vous le disais en introduction, mon questionnement est d'abord parti des textes, et d'un texte qui m'intriguait beaucoup. Alors, en fait, on a un volet vraiment de texte sur des machines pour redresser le mur. Et le premier nous est livré par Héron d'Alexandrie, donc datation un peu controversée sur cet auteur. Donc je retiendrai plutôt une datation fin 1er siècle. Dans les mécaniques, il décrit une machine qui est conçue spécialement pour redresser un mur incliné. Dans un contexte particulier, il le dit, pour relever les murailles inclinées par les tremblements de terre. Donc on est ici en contexte sismique. Et donc c'est un texte assez singulier, donc qui nous décrit le déversement d'un mur, et c'est une machine qui permet de le redresser. Donc je ne lis pas tout le texte, mais donc au moyen de traction sur des cordages. Et donc il faut supposer que cette machine était très solidement ancrée dans le sol au moyen de pieux de bois. Vous avez ici une première restitution qui a été présentée par Carioli Giuliani en 2011 dans un très bel article sur tout ce qui relevait de techniques antisismiques dans l'Antiquité. Et puis je vous propose aussi l'hypothèse qui a été produite à partir d'un cas précis sur lequel je reviendrai par l'architecte Guillaume Chaplin. Donc, un texte fort intéressant qui semble donc, en tout cas qui décrit très bien l'usage de cette machine et qui conclut en disant « Et le mur se trouve rétabli dans sa station verticale ». Alors en cherchant, j'ai trouvé donc un autre texte, celui-ci de Cassius Dion, dans l'histoire romaine, qui
lui, se rapporte, alors on n'est pas cette fois-ci en contexte sismique, mais ce qu'il nous raconte, c'est là aussi le redressement d'un mur sous le règne de Tibère. Je lis le texte. C'est environ à cette époque qu'un grand portique qui penchait d'un côté fut redressé d'une façon tout à fait remarquable. L'architecte, dont personne ne connaît le nom, car jaloux de son chef-d'œuvre, Tibère ne permit pas qu'il soit inscrit dans les mémoires. Quel que fût donc son nom d'alors, il renforça la base du portique tout autour, afin qu'il ne puisse s'incliner, et garnit tout le reste avec des tas de fourrures et d'épais rembourrages, attacha l'ensemble de tous côtés avec des cordes, et le redressa dans son ancienne position. Donc, nous, ça peut nous paraître un défi assez périlleux, mais toujours est-il qu'on a quand même 2 textes qui nous parlent de la technique de redresser des murs. Donc ici, c'est vraiment, semble-t-il, plutôt une opération de consolidation à la base du portique, le mur s'étant vraisemblablement désolidarisé de ses fondations. Donc, on imagine ici une main-d'œuvre assez abondante, là aussi une machine, et tout cela étant en fait une invention d'un architecte dont on sait par ailleurs, donc un architecte anonyme, puisqu'il sera banni puis exécuté par Tibère, sans doute parce qu'il avait un pouvoir d'invention trop fort, puisque c'est aussi lui qui aurait eu la technique pour redresser simplement avec ses doigts un verre ductile. Et Tibère n'a pas supporté cette prouesse, qui lui a donc valu sa condamnation. Et on a cette anecdote qui nous est rapportée par d'autres auteurs. Donc c'est là aussi, on touche un autre point, qui est celui du génie de l'invention technique perçue comme trop audacieuse et qui menace l'équilibre social et le pouvoir. Mais donc pour en revenir à notre cas, donc on a quand même ces 2 témoignages qui certes décrivent des techniques différentes mais qui semblent concordants. Et pour poursuivre donc l'enquête, j'ai trouvé, donc alors là on se déplace évidemment dans le temps, mais on a ces très beaux carnets de Villard de Honnecourt, donc courant du XIIIe siècle, qui décrivent de façon très précise les techniques pour redresser une maison qui penche dangereusement. Donc vous avez le dessin de Villard de Honnecourt sur la gauche et la belle restitution qui a été proposée dans l'édition de Jean de Wirth, qui m'a autorisé à remontrer son image. Donc ce qu'on a, c'est qu'on a donc une poutre oblique qui exerce la pression sur le mur incliné. Donc elle est encochée dans un socle qu'on a ici en bas à droite, qui est tenu au sol par des pieux. Et puis on a des leviers sur lesquels pèsent des pierres qui soulèvent le socle et qui ainsi transmettent la force à la poutre oblique. Donc le dispositif, il nous est montré ici sur une maison à pans de bois, puisqu'en fait ça appuie donc sur les structures en bois, mais on peut imaginer que ça soit adaptable aussi à une maçonnerie ou une autre technique d'élévation. Et poursuivant l'enquête, donc bien sûr, on a ce manuel d'Alberti, dans lequel on trouve toujours tout quand on cherche. Et il y a bien aussi, Carla Amici le sait bien ici, on a aussi dans L'Art d'édifier d'Alberti, dans le livre 10, qui est passionnant parce qu'il est consacré à la réparation des ouvrages, on a ici la description très précise de techniques adoptées pour redresser un bâtiment. Alors, le texte est long, il est complexe, et j'avoue que je ne me suis pas penchée sur le texte original, et c'est aussi un appel que je fais ici à des plus spécialistes que moi, ça serait de revoir le texte latin, parce que très honnêtement, je ne comprends pas véritablement la technique qui est décrite ici, et je pense que ça serait intéressant d'essayer de la transposer graphiquement, pour voir vraiment ce que nous raconte Alberti, parce que c'est aussi un bâtisseur. On sait que là, ce n'est pas du tout une intention programmatique. Il y a eu aussi, sans doute, donc, des réalisations. Et de fait, Alberti précise, je ne l'ai pas mis ici, dans le paragraphe suivant, il nous dit que lui-même a appliqué ce système aux parois latérales de la basilique Saint-Pierre, qui s'écartait de la verticale. Il le dit très précisément. Donc, alors c'est un texte vraiment très dense. Si je dois le résumer, il y a 3 étapes. Il remet d'aplomb avec un dispositif en levier, il consolide les fondations, on voit que c'est toujours un point important, et il reprend en sous-œuvre l'élévation, tout cela en tranches successives. Mais ce qui est certain, c'est qu'on a donc ici, jusqu'au début de la Renaissance italienne, cette circulation des techniques sur les redressements de murs, et toujours en précisant, et il le dit aussi, entreprise hardie dans l'un et l'autre cas, parce qu'effectivement, redresser un mur, il faut bien évidemment, il ne faut pas mettre trop d'énergie, sinon l'effet recherché sera contraire, on se retrouve écrasé. Donc c'est évidemment, dans ces manuels, c'est pour ça sans doute que les techniques sont aussi
précisément décrite. Et puis, j'ai plaisir à mentionner cet autre témoignage qui, lui, révèle que c'était une pratique courante. Je le dois à mon collègue Robert Carvé, qui est spécialiste du XVIIIe, qui a trouvé dans des rapports d'expertise sur le bâti parisien ce rapport. Alors, il n'a pas encore le temps de le retranscrire, mais je vous montre au moins l'image d'un mur assez ordinaire en maçonnerie à Paris, vous voyez, qui est en train d'être redressé. Et on a ensuite la descriptive des devis pour redresser l'ouvrage. Alors là, ce qu'on a vu, alors même si le dernier cas sur Paris relevait presque de l'étaiement, on a vu l'usage de machines attestées donc, surtout donc, dans le texte de Héron d'Alexandrie et Cassius Dion pour redresser ces murs qui sont donc dangereusement inclinés. Il faut aussi penser à un tout autre aspect, donc, avec le rôle des étaiements, donc, qui sont bien souvent décrits dans les textes antiques aussi, qu'on appelle les fulturae. Alors, il ne s'agit pas ici de technique de redressement, je le précise bien, mais simplement de soutien d'une élévation dans l'attente d'une consolidation. Et là, donc, on a bien évidemment, sur ces techniques d'étaiement, on a toute la typologie qui est présentée notamment dans le dictionnaire de Viollet-le-Duc, qui apporte une grande attention à ces techniques d'étai. Et vous voyez toujours avec des murs qui présentent ce qu'on appelle un ventre ou alors un gîte ou faux aplomb avec une inclinaison côté extérieur. On en a un exemple assez suggestif à Pompéi quand on observe en fait les consolidations suivies ensuite de restauration face au grand tremblement de terre de l'Irpinia. Vous avez ici des photographies d'archives et une photographie encore assez récente. Vous voyez comment le mur est très fortement incliné vers la rue et retenu par ces techniques d'étaiement en bois. Et j'en viens donc à mon deuxième point qui est d'interroger l'archéologie pour la période romaine. Et donc, la réflexion typologique que je vais vous présenter s'inscrit dans un programme de recherche qui s'est achevé en 2019, qui s'appelle RECAP, qui portait sur les techniques de reconstruction à Pompéi après le tremblement de terre de 62 ou 63 après Jésus-Christ, donc peu avant l'éruption de 79. Donc un projet qui a intégré une large équipe, en partie représentée aujourd'hui ici par Christophe Loiseau et Arnaud Coutela, dont je présente très rapidement les résultats, puisqu'on s'est intéressé aux techniques de réparation et on en a présenté une synthèse dans une publication qui est sortie il y a maintenant en 2022. Alors, cette typologie des réparations part du désordre, et effectivement, un des premiers désordres observables, c'est la prise de gîte, donc l'inclinaison du mur, déformation, effondrement, tassement, fracture, fissuration. Et dans le cas de la réparation, alors je précise tout de suite que des techniques de redressement, on en a peu vu, parce qu'en fait, ce qu'on voit, c'est les travaux quand ils sont achevés, et j'en montrerai une seule en réalité. On voit très souvent des réfections d'angles, comme on le voit ici, réfection des ouvertures, ça peut être des bouchages de fissures, des reconstructions totales, où ils reconstruisent entièrement un mur, et plus en rapport avec, là aussi, sans doute des techniques où le mur a pu être incliné, on a observé à 2 reprises des techniques de renforcement. Donc là, ce ne sont pas des réparations sur la structure endommagée, mais des éléments qui sont ajoutés, comme ici, un mur qui a été redoublé. Le mur derrière, alors on le voit très peu, mais c'est peut-être incliné, ils ont rajouté un mur dessus. Autre technique bien connue, pour limiter la vulnérabilité d'un mur, c'est le bouchage des ouvertures. Autre cas, l'ajout de contreforts, là aussi dans le cas où un mur a pu prendre du gîte, ou d'arcs de confortement, ceci entre 2 murs pour en assurer la stabilité, avec parfois la présence supplémentaire d'un enduit de protection. C'est interrogé aussi sur le rôle des enduits qui, en quelque sorte, achevaient l'opération de réparation ou de reconstruction. Donc, pour vous donner une idée, sur à peu près 15% de la superficie de Pompéi sur laquelle on a travaillé, on a identifié 260 réparations, ce qui est quand même assez considérable, ce qui nous permet d'imaginer qu'on a quand même eu 20% au moins des élévations qui ont été détruites après ce tremblement de terre, en adoptant cette typologie. Alors, j'insiste sur un point dans cette typologie, c'est qu'on a d'une part, à partir du désordre sismique, ce qui relève de la réparation, qui sera plutôt d'ordre curatif. On va réparer, on va essayer de façon presque médicale, de redonner au mur son ancienne configuration. Et puis on a tout ce qui relève de la consolidation, du renforcement, qui peut être une réparation. Typiquement, si le mur s'est incliné, on va rajouter un contrefort, mais qui peut aussi être une opération préventive pour empêcher le désordre. Donc il y a quand même ce double mouvement, c'est-à-dire pour éviter et pour limiter une éventuelle vulnérabilité. J'y reviendrai.
un exemple ici. Donc on voit que le mur est légèrement déformé, pas facile de bien saisir son inclinaison, mais vous voyez ici, dans ce cas, et on le perçoit très bien, on voit, avec la différence des techniques de construction, un ajout de 3 contreforts sur le mur de ce portique qui, lui, est réalisé avec une maçonnerie de petit appareil. Et je vais m'arrêter à un exemple qui est assez bien connu des pompéianistes et spécialistes de l'architecture romaine, mais qui permet peut-être d'illustrer ces techniques de redressement. C'est l'exemple de la grande palestre à Pompéi, donc, qui se trouve juste en face de l'amphithéâtre au sud-est du site. Je montre ici la configuration au moment des fouilles, parce que le bâtiment a été très largement restauré. Et ce qu'on peut tout de suite observer, on le voit ici dans la photographie de fouilles en bas, c'est des colonnes qui présentent 2 types de techniques, certaines qui sont construites en fragments de terre cuite, donc principalement des fragments de tuiles, et qui n'ont pas encore été enduites, et d'autres qui présentent de l'enduit. Donc sans doute 2 phases ici de construction, et peut-être même une phase d'inachèvement, puisque les travaux n'avaient peut-être pas été totalement menés à leur terme avant l'éruption du Vésuve, puisqu'il manque encore l'enduit. Donc une vue ici de la fouille, on voit donc le mur ici écroulé sans doute sous les effets de l'éruption. Alors c'est pas forcément très lisible, mais en bleu, la phase qui correspond à l'implantation du premier bâtiment, sans doute sous le règne d'Auguste, et les transformations marquées ici en rouge avec une réfection donc notamment du mur occidental et de certaines colonnes, notamment ajoutées là aussi côté ouest. Et ce qui est assez intéressant, c'est d'observer donc à la base de certaines colonnes, et on voit que c'est toujours du côté intérieur du portique, ce que j'ai marqué ici par des flèches, ce sont des colmatages au plomb que l'on va voir un peu plus en détail. Alors les voici, donc là ce que je vous montre c'est ce mur-là, hein, celui qui, vous ne voyez pas ma fille, voilà, ce mur ici. Les voici. Alors ce qui est frappant, c'est qu'en fait, c'est qu'effectivement il manque en plus l'enduit à la base de ces colonnes qui, elles, appartiennent à la première phase de construction. On le voit ici par ces vides qui ont été laissés et qui sont donc finalement assez réguliers, donc qui relèvent donc bien d'une opération de restructuration des colonnes. Et vous voyez ici donc les éléments de plomb à la fois à la base de la colonne, mais également ici au niveau des joints. Donc vraiment une opération de colmatage réalisée donc, en utilisant le plomb. Alors j'ai travaillé sur cette question donc, avec mon collègue Guillaume Chaplin, et on avait présenté cela dans un petit article sur les techniques, disons, de réparation à la suite d'un tremblement de terre. Donc ce qu'il faut imaginer, c'est que les colonnes, et on voit que c'est toujours du côté, ces traces se trouvent du côté externe du portique, donc sans doute sous le poids de la charpente, ont basculé vers l'intérieur du portique. Donc les maçons ont enlevé tous les éléments qui avaient été désolidarisés, et puis ensuite, ils ont donc redressé la colonne, c'est le 3e élément qu'on a, et ils ont colmaté avec un effet de colle avec le plomb pour la remettre et la fixer dans sa bonne position. Alors, Guillaume a donc proposé un système, une machine qui permettrait donc sur le modèle du texte transmis par Héron, d'essayer de redresser ces colonnes avec une première difficulté, c'est qu'il faut avoir suffisamment de recul. Il a imaginé ici des cabestances qui imposeraient sans doute de percer le mur du portique pour faire passer les câbles, en ancrant bien donc, les machines au sol, avec donc, une machine bien orientée, un axe horizontal, et donc un éloignement suffisant qui permettrait de gérer au mieux l'énergie. Alors, reste à aussi savoir qu'est-ce que ça impliquait en termes aussi de chantier associé. Est-ce qu'il a fallu démonter la toiture du portique? On sait qu'ils ont aussi refait dans cette période certains murs du portique, donc c'était aussi un chantier de rénovation bien plus large. Mais cela explique bien pourquoi on a 2 configurations de colonnes, celles qui ont du premier état avec leur enduit et cette fixation au plomb, et celles qui sont entièrement neuves, en quelque sorte, construites en terre cuite, sans enduit, mais qui n'ont pas été recolmatées au plomb. Donc ça valide bien l'hypothèse des 2 colonnes. Alors pour conclure, donc ce qu'on voit là, c'est qu'on a vraiment une pratique de la réparation, du redressement des murs. Et il y aurait bien, c'est aussi un appel que je lance ici à la salle, c'est qu'il y aurait sans doute bien d'autres cas à recenser, mais c'est que quand on l'observe qu'on pense à les regarder et à trouver d'autres illustrations. Ce qui est intéressant, c'est que cette pratique semble quand même attestée,
il y a les témoignages textuels, on peut trouver quand même des illustrations du point de vue archéologique. On peut s'interroger aussi avec un effet de lecture en creux sur la diffusion des compétences qui permettaient de mesurer et aussi peut-être de corriger l'inclinaison des élévations. Alors bien évidemment, on pense à ces instruments très diffusés dans l'Antiquité romaine avec l'usage donc du fil à plomb dont Vitruve nous parle, perpendiculum. Vous avez ici des exemples justement provenant de Pompéi dans le musée archéologique de Naples. On a voit aussi un exemple ici dans ce relief du Diogenes Structor, le maçon de Pompéi, avec donc usage du fil à plomb et au centre ce qu'on appelle la libella, l'archipendule moderne qui combine une équerre et un fil à plomb, là aussi des techniques très bien attestées dans différents textes. On peut penser bien sûr à Vitruve qui parle aussi de cet instrument, Pline l'Ancien, ou encore Cicéron pour l'usage du fil à plomb et du cordeau pour assurer l'alignement d'un portique. Donc tout cela pour dire qu'on avait, à partir de cet exemple en fait du redressement des murs, une culture technique dans l'Antiquité qui incluait donc de façon, là aussi je reprends cette idée d'une façon curative, l'intervention sur les élévations qui ont pu être redressées par l'usage de machines, par l'usage des étais, mais aussi de façon préventive par la diffusion donc, de savoirs, d'instruments, de compétences pour empêcher le faux aplomb des murs qui en font presque aussi un symbole. Et je finis sur cette belle image de Pompéi. Vous voyez que la libella, l'équerre et fil à plomb sont aussi ici intégrés sur une pensée philosophique sur la vie avec cette mosaïque, donc qui montre aussi la diffusion bien plus large dans la pensée antique de cet instrument. Et voilà, je vous remercie de votre attention. Merci Hélène pour ta communication vraiment très intéressante. Et est-ce que tu t'es penché sur un calcul de différence de coût entre la reconstruction d'une colonne, je pense au portique par exemple de Pompéi que tu nous as montré, et la réparation? Parce qu'on voit là qu'à la fois ils ont redressé les colonnes, j'imagine qu'il a fallu démonter la charpente ou au moins la soulager, ensuite utiliser du plomb qui malgré tout est un matériau qui reste quand même coûteux, puisqu'on comprend bien que s'ils avaient recolmaté avec simplement un mélange de chaux, c'était pas suffisamment de fermeté pour retenir. Mais est-ce que finalement démonter la colonne, la remonter, n'aurait pas été... Je sais pas, c'est juste une question que je me pose. Est-ce que tu as des éléments là-dessus, sur les coûts comparés d'une réparation ou d'un remontage complet? Alors, au niveau des coûts, c'est toujours les matériaux. Et la question qui se pose pour Pompéi, effectivement, ils auraient pu la démonter, mais démonter une colonne comme ça veut dire entièrement la casser. Je ne pense pas qu'ils auraient pu récupérer les matériaux, parce qu'en fait, c'est des tuiles qui sont plus ou moins taillées en demi-cercle, et il aurait fallu vraiment utiliser des matériaux neufs. Et en fait, on est dans ce contexte particulier de Pompéi, les réflexions entre le tremblement de terre et l'éruption finale, avec sans doute quand même ce qu'on observe, c'est un certain manque de matériaux, parce qu'ils recyclent au maximum. Et il manque aussi visiblement de matériaux parce qu'en fait, il faut imaginer une ville, comme je l'ai dit, au moins à 20% à reconstruire. Donc je pense qu'on est ici, ma réponse, elle est un peu faussée parce que c'est un cas particulier. Sinon, évidemment, c'est plus rapide. Si on a à disposition des nouveaux matériaux, ça va plus vite que de s'embêter à faire venir une machine, redresser, même si ça a dû être une opération quand même assez systématique parce qu'elles sont sur la même ligne. Donc ils ont dû se déplacer, redresser. Peut-être que le chantier était quand même assez unitaire parce qu'elles étaient toutes finalement sur la même ligne. Mais ton argumentation sur la difficulté effectivement de récupérer des matériaux comme ça d'une colonne faite en briques, en tuiles, je crois que c'est le bon argument. Oui. Pour rebondir sur ce que tu dis. Oui, alors à Caen, nous n'avons pas la tour de Pise, mais nous avons l'église Saint-Jean. C'est ce qu'on m'a dit. Vous devriez aller voir. Oui. Parce qu'au début, elle est vraiment penchée, et après, ils l'ont redressée. Ah, ils l'ont redressée, c'est la question que je me posais, parce que je savais qu'elle était penchée, mais je serais très désirée de savoir comment ils l'ont redressée. 20 mètres à peu près, puis après, elle repart droite. Ah, mais ils l'ont redressée au moment du chantier. Voilà, moi, ce qui m'intéresse, en fait, c'est le redressement de murs qui sont déjà inclinés. Typiquement comme la tour de Pise. Parce qu'effectivement, une collègue m'a mentionné ce cas, mais c'était vraiment de voir Bien sûr, en cours de chantier, ça on le voit dans beaucoup de bâtis construits assez rapidement, on peut avoir ce genre de défauts, mais qui sont
autocorriger en quelque sorte. Ce que je trouve intéressant, c'est l'acte de réparer un peu l'irréparable, un mur qu'on voit en train de se verser et on essaie quand même de le redresser. Je voulais juste rebondir sur l'intervention de Philippe. Parmi les coûts, un élément qui était sans doute déterminant était le transport des matériaux. Et là aussi, il ne faut pas négliger cet ensemble. On est là avec des éléments, des briques qui ont un volume et un poids important. Ça circule remarquablement pour pas cher dans des fonds de cale de navires ou, comme plus tard au XIXe siècle, la tuile peut servir de cargaison de lest. En revanche, dès qu'on s'engage dans du transport terrestre, on a pu calculer que le transport d'un chargement de tuiles par voie terrestre coûte la valeur, d'après les données de l'édit du maximum, coûte la valeur vénale de la tuile au bout de 3000 en romain. Donc c'est quelque chose d'absolument essentiel, avec des matériaux pesants tels que le plomb, mais de très faible volume, parce que la masse volumique est considérable. On évite une bonne partie de ces problèmes et on réduit le coût d'autant. Je crois que ce n'est pas secondaire du tout. Merci en tout cas pour cette présentation très originale. Si je peux ajouter quelque chose sur à la fois, bien sûr, il y a le transport des matériaux qui a un coût, mais aussi le réemploi. On a toujours tendance à penser que le réemploi va très vite et que c'est une solution économique. En fait, non, ça veut dire qu'il faut quand même démonter. C'est un savoir. On avait organisé un atelier doctoral avec Elvin où les étudiants avaient dû démonter un mur. En fait, c'est très difficile et c'est un vrai savoir aussi de démonter. Et après, remonter, c'en est encore un autre. Donc, en fait, dans cette chaîne, on a tendance parfois à surévaluer le réemploi en se disant, bon, voilà, on démonte, c'est très rapide. En fait, non. Il y a aussi cette prise en compte, même s'il y a le cas particulier de Pompéi. Mais avec la difficulté du transport, c'est qu'il manquait visiblement de matériaux locaux dans la reconstruction du site.